Très bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus pour le lancement de cette première. Donc, on va vous expliquer tout aujourd'hui, mais donc le Centre interdisciplinaire Energy for Climate, qui a été fondé par l'Institut Polytechnique de Paris et l'École des Ponts, et puis donc BPI France, le Lab se sont associés pour vous proposer cette année donc, des missions de consultance bénévole pour le climat. Voilà, donc le titre un petit peu, on va commencer à mettre un petit peu de contexte et expliquer un petit peu pourquoi c'est quand même important, ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. L'idée, c'est qu'on vit dans un monde en transition, qu'il faut agir dans un monde en transition et que on est tous concernés par cette action. À titre individuel, à titre collectif, au sein d'une organisation. Et donc ici, on va s'intéresser en particulier avec des le Lab, aux questions des petites et moyennes entreprises face à l'urgence climatique. Alors ici, c'est pour vous expliquer un petit peu le contexte. Ça, c'est les températures depuis le début du XXe siècle dans tous les pays du monde. Vous voyez que quand c'est bleu, c'est une année froide, quand c'est rouge, c'est une année chaude. Donc, vous voyez qu'une année froide succède à une année chaude et vice-versa, et que ça, c'est la variabilité naturelle du climat. Et vous allez voir qu'à partir des années 70-80, il n'y a plus de bleu et surtout beaucoup de rouge et des rouges de plus en plus intenses, ce qui est une manifestation par l'observation donc du réchauffement climatique. Et il n'y a aucune ambiguïté sur l'origine de ce réchauffement climatique. Ce sont les activités humaines qui sont responsables. Alors, le gros enjeu, et c'est aussi un petit peu pour qu'on est là, c'est que l'ignorance est un frein à l'action et que si on veut agir, il faut être éclairé et donc avoir un minimum de savoir. Donc, il y a du savoir dans les entreprises sur ce qu'elles sont, comment elles veulent faire face à ces questions, donc à la fois d'adaptation et de contribution à l'atténuation du changement climatique. Et puis, on a aussi des étudiants qui sont très éclairés parce qu'on les forme bien sur ces questions-là et que peut-être le mariage de l'ensemble va permettre d'éviter éventuellement de faire des bêtises et donc de signer n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Donc, la situation actuelle, c'est que par rapport à l'ère pré-industrielle, donc ici une moyenne comprise entre 1850 et 1900, donc ça c'est le dernier rapport du GIEC, eh bien nous sommes sur la dernière décennie à une augmentation de 1,1 degré Celsius et que, comme je vous l'ai dit, les responsables sont clairement identifiés. Ce sont les émissions, ce sont les gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui va absorber le rayonnement infrarouge thermique et va le restituer ensuite, donc quelque part, va le piéger. Et donc, nous avons un certain nombre de coupables dans cette histoire. Alors, le premier coupable, il est d'origine naturelle, hein, c'est la vapeur d'eau. Le premier gaz à effet de serre, et s'il y a la vie sur Terre, c'est parce qu'il y a de la vapeur d'eau. Je vous rappelle que le CO2 est aussi présent de façon naturelle, puisqu'on respire et que donc, nous, on émet du CO2. Mais effectivement, les activités additionnelles donc les activités anthropiques vont produire davantage de ces gaz à effet de serre. L'eau, on s'en fout. Il y en a 70% qui est déjà recouvert par 60% de la surface du globe qui est recouvert par les océans. Donc, l'origine naturelle est très forte. Et puis ensuite, le temps de résidence d'une molécule d'eau dans l'atmosphère, elle est de l'ordre de la semaine. Hein, ça s'évapore, ça se voyage un peu, ça fait un nuage et ça pleut. Et voilà. En revanche, nous avons un certain nombre de gaz à effet de serre qui, eux, ont une durée de vie et un impact et un potentiel de réchauffement qui est bien plus conséquent. Alors, qu'est-ce que l'on sait jusqu'à présent? Et ça, le dernier rapport du GIEC, c'est vraiment un des messages fondamentaux du dernier rapport du GIEC, c'est que le réchauffement observé, et ça, c'est vraiment justement une valeur ajoutée très forte de ce dernier rapport, est dû de façon intégrale aux émissions, aux activités humaines, en couplant d'une part l'effet réchauffement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et d'autre part masquer une partie de ce réchauffement est masquée à l'effet ce qu'on appelle albédo, c'est-à-dire réflecteur du rayonnement solaire par les aérosols, donc toutes les petites poussières en suspension dans l'atmosphère. Et voilà. Et donc ici, lorsqu'on regarde ce réchauffement observé, lorsqu'on regarde cette barre-là qui correspond à l'influence humaine totale, eh bien, on voit que l'intégrale, que les deux barres sont absolument identiques. Alors, si on regarde maintenant la contribution des gaz à effet de serre, pour 1,1 degré de réchauffement climatique, eh bien, en fait, 1,5 degré sont causés par les gaz à effet de serre, mais une partie de ces réchauffements est atténuée par l'effet albédo des particules de pollution, et pour 0,4 degré. Et donc, la différence entre les deux
plutôt la somme des deux ici, fait donc 1 degré. Et les facteurs naturels, alors les facteurs naturels, c'est quoi? C'est les éruptions volcaniques, c'est la variabilité de l'insolation solaire, hein, parce que l'activité solaire varie avec le temps, etc., etc. Tout ça, c'est un petit peu d'incertitude, mais surtout moyenne nulle. La variabilité interne que vous connaissez sous le titre d'effet papillon, là aussi, donc, est à une moyenne nulle. Alors, l'autre chose qui est absolument un résultat marquant du dernier rapport du GIEC, c'est qu'on a été capable aussi de ce qu'on appelle d'attribuer l'évolution des événements climatiques extrêmes actuels au réchauffement climatique. Là aussi, hein, c'est parce qu'on a de plus en plus de mesures, on est capable de faire cette attribution. Et je ne vais pas, je pense, vous étonner après l'été qu'on a vécu. Donc, une augmentation donc plus fréquente et plus intense des épisodes caniculaires, des précipitations extrêmes de plus en plus fréquentes. On en a eu aussi un épisode cet été en Corse particulièrement. Des sécheresses, là aussi, plus fréquentes dans certaines régions. Toutes les régions du monde ne sont pas concernées de la même façon, mais par exemple, la région méditerranéenne est une région où clairement est une région qui s'assèche. On cumule chaleur extrême et sécheresse, on a tous les ingrédients propices donc, aux incendies. Et là aussi, hein, depuis maintenant quelques années, la Californie, le sud de l'Europe vivent des épisodes de plus en plus marqués d'incendies de feux de forêt. Et enfin, en matière, ce qui concerne les océans, eh bien, c'est un réchauffement, c'est un énorme réservoir on va dire, d'énergie, et donc à la fois, donc, il se réchauffe, il s'acidifie parce qu'il assimile, il absorbe le CO2, et puis, comme il devient plus chaud, il a aussi une perte d'oxygène, donc avec des impacts sur les écosystèmes marins, qui est très important. Alors, le futur, les émissions futures vont largement conditionner le réchauffement que l'on va subir. Donc là, c'est sur la période 1950-2000. Alors ici, la référence elle est mise à la fin du XXe siècle. Eh bien, on voit donc les observations passées, c'est en orange. Là, ce sont les simulations climatiques de la période passée, donc qui collent bien aux observations. Et puis, le futur va complètement dépendre de ce qu'on va faire. Et on est aussi un petit peu là pour ça. C'est-à-dire que ici, dans des scénarios d'émissions qui sont des scénarios qui correspondent véritablement à tout ce que ferait une entreprise, c'est-à-dire une étude de risque, hein, une évaluation, une étude d'impact, et bien là, on a fait des scénarios pour regarder. Alors, ces scénarios peuvent être plausibles, peuvent être, utopiques, etc., etc. On en fait plusieurs, justement, pour essayer de brasser un petit peu tous les futurs possibles. Et donc, on a des émissions de CO2 très élevées d'une part, élevées, intermédiaires, basses et très basses. Voilà. Et alors, si on regarde comment tout ça s'inscrit, en particulier dans l'implémentation de l'accord de Paris. Donc, je rappelle que l'accord de Paris, c'est l'accord post-Kyoto. Donc, c'est celui qui dicte maintenant, je dirais, toutes les politiques publiques dans les différents pays en matière d'atténuation et d'adaptation au réchauffement climatique. Et donc, qu'est-ce que nous dit l'article 2 de l'accord de Paris? L'article 2 nous dit qu'il faut maintenir les températures bien en dessous de 2 degrés et de poursuivre l'effort pour rester en dessous de 1,5 degré. Alors là aussi, d'où viennent ces nombres magiques? Ces nombres magiques qui ont été faits par la communauté scientifique sur requête des gouvernements pour dire, quelque part, c'est une étude d'impact. En fait, c'est plutôt les scientifiques, pour le coup, qui ont dit, bon, en gros, si vous devez aussi nous donner une limite raisonnable, ce serait quoi? En fait, c'est bien simple. Hein. On regarde, on fait un scénario à plus de degrés, puis on regarde ce que ça donne. Ça donne ici un demi-milliard d'individus supplémentaires exposés aux pénuries d'eau. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui est de l'ordre du dixième de %, mais sur des chiffres absolument massifs. C'est 3 fois plus de personnes exposées aux inondations, et c'est une diminution très forte des réserves, des stocks halieutiques, donc des stocks de poissons ici, mais de façon générale, la sécurité alimentaire qui va derrière. Alors, pour maintenir cette trajectoire définie dans l'accord de Paris, eh bien, l'article 4 définit ce qu'ils appellent les objectifs long terme en matière d'émissions, c'est-à-dire d'une part de faire un maximum
le plus tôt possible et une réduction très rapide derrière pour atteindre le net zéro. Donc, et ça, on en parle beaucoup. Alors, le net zéro entre 2050 et 2100. Après, il y a un usage un peu, comment dire, un peu abusif du net zéro, parce que le net zéro n'a de sens mathématique que à l'échelle globale. Hein, c'est la seule chose qu'on sait bien faire. Parce que le système est assez fermé, on voit ce qui sort, on voit ce qui rentre, c'est facile. À l'échelle d'un pays, à l'échelle sectorielle, c'est plus compliqué. Donc, en cela, moi, je dis c'est une contribution net zéro. Mais bon, c'est plus, comment dire, c'est probablement plus impactant de dire qu'on a une trajectoire net zéro que de dire qu'on a une contribution à la trajectoire net zéro. Alors, juste où on en est, on en est que si on veut rester en dessous de 1,5 degré, vous voyez qu'on le reste même avec grande difficulté avec les émissions basses ou très basses, puisque l'incertitude, on va dire la dispersion de l'incertitude sur notre capacité à tenir cette trajectoire, vous voyez qu'elle est assez grande, puisque plus de la moitié des projections climatiques montrent que malgré ça, on reste au-dessus. Et pour les 2 degrés, eh bien, cette fois-ci, on voit qu'on devrait tenir si on arrive à atteindre les scénarios d'émissions basses et très basses. Alors, pour contextualiser un petit peu tout ça, qu'est-ce qui s'est passé avant ma naissance? Avant ma naissance, on a émis 1000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, dont à peu près 50-50 pour la partie émissions fossiles, enfin, énergie fossile, etc. Et l'autre partie pour ce qui est donc, des usages, de l'usage des sols. Depuis, en l'espace, donc 30 ans, 40 ans plus tard, eh bien, on a doublé les émissions cumulées de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on a eu 40 gigatonnes de CO2 par an, c'est ce qu'on émet encore à peu près maintenant. Et donc, voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? En fait, le bilan carbone pour un réchauffement climatique limité à 2 degrés, jusqu'en 2010, on a en gros émis 2000 gigatonnes de CO2. Il nous reste quelque part, on peut encore émettre 1000 gigatonnes si on veut rester en dessous de 2 degrés. Il ne faut pas émettre plus de 3000 gigatonnes, en gros. Et après, ce à quoi les pays se sont engagés au moment de l'accord de Paris? Alors, il y a un petit, je peux le corriger, un petit décalage de mon calendrier. Mais donc, les pays se sont engagés donc, pour 2030 à émettre en gros 800 gigatonnes de CO2, ce qui nous reste un bilan d'en gros 200 gigatonnes. Et à cette vitesse-là, eh bien, en 5 ans, on les a complètement bouffés. Donc, tout ça pour dire qu'il est urgent d'agir, que 1000 gigatonnes ici émis à ce rythme-là, c'est 25 ans. Donc, 2010 à 25, on a 2035. Donc, là, c'est une trajectoire qui nous fait, en termes d'engagement des États, percuter les 2 degrés dans 15 ans. Et donc, c'est demain à l'échelle des politiques publiques et des stratégies énergétiques. Et donc, il est vraiment urgent d'agir et d'infléchir là-bas. Voilà, alors, pour finir avec la contextualisation, ça, c'est pour montrer qu'on est capable de regarder un petit peu vers où on va, parce qu'il y a une relation alors, qui est empiriquement linéaire, parce que d'un point de vue mécanistique, ce n'est pas du tout linéaire tout ça, c'est même très non linéaire, mais il y a une relation entre le réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle et les émissions cumulées de CO2 depuis l'ère pré-industrielle. Vous voyez, ça, c'est des observations, c'est à peu près bien une droite. Hein. Voilà, ça, c'est les scénarios, mais on voit que tout ça s'aligne à peu près sur une droite. Et donc, si on regarde ce qu'il faut faire pour ne pas dépasser 2 degrés, vous voyez qu'il faut éviter de dépasser les 3500 gigatonnes de CO2. Ça, c'est ce que je vous ai dit, en 30 ans au taux actuel d'émission. Et les scénarios qui conduisent à maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, ça correspond en gros à une diminution par rapport à 2010, ici, environ de 40 à 70% en 2050. Si on veut garder un chiffre, à l'esprit, c'est qu'il faut réduire de moitié nos émissions par rapport à 2010 en 2050, et puis rester ensuite en neutralité carbone. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on a eu quand même un épisode intéressant et traumatisant aussi. C'est l'année 2020, avec l'année Covid. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, l'économie et l'activité économique ne s'est pas arrêtée du tout. Elle s'est transformée. Certains secteurs ont
effectivement extrêmement été impactés de façon très forte, mais pas tous. Voilà, donc il n'y a pas eu non plus, comment dire, arrêt de l'économie. Et pendant cette année Covid, eh bien, on a réduit en gros de 6,5% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, sachant que pour rester en dessous de 1,5, il faudrait réduire de 7,6 par an entre 2020 et 2030 donc nos émissions. On n'y est pas encore, et vous voyez que l'effort à fournir est quand même significatif. Alors maintenant, quels sont, on va dire, les responsables, j'aime pas dire ça, mais quelle part, voilà, notre activité, les activités humaines émettent des gaz à effet de serre, et donc tous les secteurs d'activité sont touchés, que ce soit voilà, la production d'énergie, l'industrie, le transport, l'agriculture, etc. Et donc tous les acteurs de ces secteurs eh bien, doivent ici comment dire, définir une politique climat pour que, dans leur secteur d'activité, ils puissent infléchir cette courbe et permettre, on va dire, à la communauté mondiale de rester en dessous de 2 degrés Celsius. Donc, il faut passer à l'action dans les entreprises de toute taille. Ici, on va s'intéresser à un type d'entreprise. Mais là aussi, on le sait, les étudiants augmentent la pression, ça on l'a bien vu dans notre école. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de plus en plus, les étudiants souhaitent se projeter au sein de l'entreprise, dans une entreprise pour qui la question du climat est une question importante. Donc, c'est un challenge pour les entreprises, non seulement d'inscrire une trajectoire de façon honnête sur l'accord de Paris, mais aussi parce que, quelque part, il est aussi pour ces entreprises important de maintenir aussi un vivier donc de jeunes collaborateurs qui ont envie de s'investir dans l'activité de cette entreprise. Mais les chefs d'entreprise, il n'y a plus à les persuader. Ça, c'est donc une enquête en 2019 qui interrogeait des chefs d'entreprise sur un certain nombre de questions. Et donc, 90% des chefs d'entreprise disent que les entreprises doivent agir contre le changement climatique et ne pas attendre d'être contraintes par des règles gouvernementales. 90% donc, des entreprises doivent prendre des décisions en tenant compte des risques climatiques. Donc, là, on est plutôt sur une question d'adaptation. Les changements climatiques représentent une menace importante pour les entreprises de différents secteurs. Et mon entreprise s'inquiète du changement climatique et de ses conséquences. Donc, finalement, on est dans finalement, on rejoint je dirais, les chefs d'entreprise. Cette enquête révèle qu'il n'y a pas à les convaincre, mais par contre, il faut faire. Et faire, c'est pas simple. Et donc, c'est vraiment pour ça que le centre I4C, qui forme nos étudiants on va dire, au concept lié à l'énergie et au climat, donc travaille avec BPI France Le Lab pour justement permettre dans une synergie de pouvoir construire je dirais la stratégie, la trajectoire climat des petites entreprises. Alors, I4C, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, c'est quoi? D'abord, c'est une fédération de recherche. Hein, donc on va dire c'est un gros laboratoire, mais c'est un gros laboratoire qui va piocher dans des groupes de 26 laboratoires, les groupes qui travaillent sur l'énergie et sur le climat. Il y a des laboratoires, on peut prendre par exemple le laboratoire de la physique de la matière condensée, il n'y a qu'une partie de l'activité qui va travailler sur les batteries, etc. Et donc en travaillant ensemble, cette fois-ci, l'ensemble de ces groupes, eh ben, on peut, je dirais, aborder les gros enjeux, les grands défis de la transition énergétique de façon ambitieuse, à la fois en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est des axes de recherche, hein, donc production d'énergie décarbonée, décarbonisation et séquestration, à la fois sous le pilier de la diminution de la consommation énergétique, via d'une part les questions d'efficacité et les questions de flexibilité et de maîtrise de la demande, sur donc, le pilier de déploiement des énergies renouvelables, avec les questions de prévision et d'évaluation des potentiels renouvelables, les questions de stockage, parce qu'on sait que le stockage est un accélérateur du déploiement des énergies renouvelables, par, je dirais, la gestion intelligente des systèmes énergétiques, et enfin, un quatrième pilier sur on va dire, l'expertise, le retour vers les politiques publiques.
Au sein d'E4C, ben, comme on forme tout au long d'une vie, parce qu'on est, encore une fois, je vous ai dit, l'ignorance est un frein à l'action. Donc ça, c'est voilà, notre métier, c'est notre mission d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, de pouvoir former, que ce soit aussi d'ingénieurs. On a 5 écoles d'ingénieurs, plus l'école des ponts, qui devrait rejoindre l'Institut Polytechnique de Paris sous peu. On a des masters, on va dire plutôt recherche et masters professionnels sur ces questions assez large donc de climat, d'énergie. Alors, il y a en lien avec vraiment les questions environnementales, les questions de transport ici, les questions de ville durable. Et puis, on fait de la formation exécutive pour les professionnels pour aussi donc, les amener à être un petit peu plus, comment dire, justement acquérir les connaissances, les fondamentaux pour pouvoir, je dirais, avoir une analyse plus fine et du coup des décisions plus éclairées. Voilà, donc c'est là-dessus que je vais finir, puisque maintenant, c'est BPI Lab Le France qui va, BPI France Le Lab, excusez-moi, voilà, je remets tout dans l'ordre, c'est les 6 heures et quelques. Et donc, je vais laisser la parole, du coup, voilà, c'est lui qui va présenter le Parliou. Voilà, pour la suite et présenter à la fois BPI France Le Lab et le projet. Ah, c'est pour ça. Bon, bah, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Nous, on est super contents avec Mathéo, Aurélien et Jérémy d'être avec vous ce soir. Ça nous fait quand même un petit quelque chose d'être ici. Et merci à Philippe notamment parce que pas mal de personnes ont participé à la préparation de cette soirée. Alors, vous a pas échappé, effectivement, BPI France Le Lab. Peut-être en un mot, BPI France, qu'est-ce que c'est? Banque publique d'investissement. On a comme actionnaire l'État et la Caisse des dépôts à 50-50. Et la mission de BPI France depuis 2014 maintenant, c'est de financer et d'accompagner les entreprises. Donc, je ne vais pas vous faire un cours en financement d'accompagnement des entreprises, mais sachez qu'il y a toute une palette d'outils. On parle de fonds propres, de dettes, de subventions à l'innovation, etc. Et puis l'accompagnement, c'est tout un tas de missions de conseil, de formation, etc. aussi. Pour vous donner un ordre de grandeur, BPI France, c'est environ 3000 salariés. C'est environ une 50aine d'implantations régionales partout sur le territoire métropolitain et aussi en dom-tom. Et comme type d'entreprise, ce sont essentiellement start-up, PME, ETI. Donc, parfois dans la presse, vous voyez quelques données sortir sur des grands groupes, mais ça, je dirais que c'est peanuts par rapport à l'activité principale de BPI France, et j'y reviens aussi tout à l'heure, par rapport aux PME et ETI. Alors, au sein de BPI France, il y a plein de choses, et il y a un petit truc, mais qui marche super bien, qui s'appelle le Lab, qui est un laboratoire d'idées. Alors, du coup, pardon, oui, un mot quand même sur le plan climat de BPI France que je vous ai invité ici, parce que donc, dans ce financement et cet accompagnement des entreprises, évidemment, le climat a pris sa place. Alors, peut-être de manière assez récente, jugerez-vous, puisque ce plan climat, il date de 2020 et il s'appuie sur 3 grands piliers. Un pilier financement des énergies renouvelables, un pilier green tech, donc c'est tout simplement toutes les startups avec un engagement fort sur la transition écologique, et puis un pilier plus transverse et beaucoup plus profond pour nous par rapport à nos activités classiques, qui est la transition de toutes les entreprises françaises, encore une fois, essentiellement PME, ETI. Alors, j'arrive au lab. Comme je vous le disais, le lab, laboratoire d'idées sur et pour les PME ETI. Notre cœur de métier au lab, ce n'est pas la transition climatique, ce n'est pas l'environnement, ce sont les PME et ETI. Donc, concrètement, depuis 2014, on réalise des études sur ces entreprises, sur des sujets qui peuvent être qualifiés de psychologiques. Donc, par exemple, quand on travaille sur la solitude des dirigeants ou plus récemment sur les aspirations sociétales des dirigeants de PME ETI croisées avec les aspirations sociétales des jeunes de 18-25 ans, ou encore des interactions entre vie familiale et vie entrepreneuriale. Et puis, on traite aussi de sujets plus business, plus en lien avec la transformation des organisations. Pour vous donner des exemples, là aussi, on a travaillé sur la transformation digitale. Alors, ça remonte maintenant, on a l'impression que ça fait 150 ans, mais ça fait partie vraiment de nos travaux clés. Et on travaille maintenant, là aussi, depuis 2020, sur les sujets climat et environnement. Alors, je vous fais un petit peu l'histoire justement de la manière dont on a, nous, traité ces sujets, le lab, et qui nous amène aujourd'hui devant vous. Ce travail, on a d'abord fait une étude exploratoire en 2020, tout simplement par une enquête auprès de dirigeants de PME ETI pour comprendre finalement quel était leur rapport au sujet climat et environnement, ce qu'ils en connaissaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ne faisaient pas.
je dirais en très, très grand trait, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Philippe, c'est que oui, il y avait déjà, à l'époque, on était avant Covid, une vraie conscience citoyenne. Pour autant, le niveau d'action était très faible. Donc, par exemple, on avait des questions du type « Est-ce que vous avez une personne dans vos équipes qui s'occupe des sujets climat et environnement ?» Et la plupart répondaient non. Est-ce que vous faites du climat un enjeu stratégique? Là aussi, la plupart répondaient non. Et on le sait tous, quand on n'accorde ni temps ni ressources sur un sujet, forcément, c'est un sujet qui n'est pas aussi prioritaire que ce qu'on peut afficher. Et donc, quand on regardait dans les chiffres, finalement, quelles étaient les actions menées par ces dirigeants de PME-ETI, on était plutôt sur des actions d'efficacité énergétique. Donc, on dit très souvent, nous, au lab, en fait, un dirigeant de PME, il est très pragmatique, hein, il va faire ce qui est visible et en prise immédiate avec le terrain. Et parmi les freins, on voyait notamment les questions évidemment financières, mais aussi de reconnaissance client. Alors ça, on pourrait débattre, je pense, très largement sur cette dimension-là, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Et aussi des questions en termes d'absence de technologie. Donc, voilà, je dirais qu'une fois qu'on s'est dit ça en 2020, pour nous, c'était important parce qu'il y avait cette espèce de constat à porter et aussi très intéressant, cette étude, on voyait une boucle positive, une corrélation positive entre le niveau d'information des dirigeants de PME-ETI et leur niveau d'action. Donc, nous, en tant que lab et par rapport à BPI France, notre enjeu, c'est de sensibiliser les dirigeants pour créer, ceux qui ne l'ont pas encore, créer ce premier niveau de connaissance, de sensibilisation pour une première action qui en entraînera une seconde, etc., puisqu'on voyait bien qu'il y avait une boucle vertueuse d'apprentissage. Et 2021, on s'est dit, OK, mais on n'est quand même pas allé au bout du sujet, parce que ce n'est pas ce qui va faire que les dirigeants de PME-ETI pourront passer à l'action. Et donc, à ce moment-là, on s'est beaucoup interrogé, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de méthodologie, parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur comment comprendre les PME-ETI, comment faire en sorte de donner, finalement, d'inspirer d'autres entreprises. Et donc là, on a fait un énorme travail, et notamment Aurélien qui est ici présent en 2021, énorme travail de sourcing pour identifier des entreprises qui étaient, on les a appelées précurseurs dans la transition climatique. Et sachant que ce qui nous tenait à cœur, c'était de prendre des entreprises qui n'étaient pas natives de la transition, qui étaient, encore une fois, PME-ETI, et qui étaient sur des secteurs industrie, BTP, transport. Et donc, tout simplement, on a passé ces entreprises au crible, comprendre ce qu'elles faisaient, ce qu'elles ne faisaient pas. Et on a croisé, je dirais, leurs actions d'un point de vue économique et leurs actions d'un point de vue environnemental. Parce que ce qui est important, c'est ce qui est bon pour la planète peut évidemment entraîner, et ça je pense que notre dirigeant tout à l'heure nous témoignera, des éléments positifs et peut-être plus négatifs en termes de chiffre d'affaires, de résultats, etc. Et donc, cette étude-là nous a permis aussi de tirer des enseignements transverses de la transition climatique et environnementale dans les PME-ETI. On pourra évidemment vous partager l'étude, mais notamment le fait qu'il y avait une dimension de transformation infiniment supérieure à celle qu'on pouvait nous imaginer en amont. Donc concrètement, ça paraît peut-être évident maintenant, mais ça traverse vraiment toute l'entreprise. Donc on sait que quand on mène comme ça des transformations assez profondes dans l'entreprise, il y a forcément des sujets de leadership, des sujets de conduite du changement. Voilà, il faut entraîner les équipes, il faut expliquer, il faut co-construire. Et donc, derrière tout ça, il y a des gros sujets d'innovation. Je pense que ça, c'est un élément important pour vous. Et puis aussi, toutes les entreprises qu'on a étudiées avaient toutes des partenariats hyper forts. Alors, parfois, c'était avec des laboratoires de recherche, parfois, c'était avec d'autres entreprises. Mais clairement, des entreprises, encore une fois, PME-ETI, taille humaine, des moyens qui ne sont pas illimités, beaucoup de pragmatisme. Et donc, voilà, concrètement, avec qui je peux travailler tout de suite maintenant pour pouvoir avancer dans ma transition climatique et environnementale. Et donc, une fois qu'on a fait cette étude, nous, on s'en est fait les porte-paroles en disant, alors je ne peux pas dire on avait prêché, mais il y a un peu de ça aussi pour expliquer les résultats de cette étude. Et notamment, dans ce travail de valorisation et de présentation, on a une présentation dans notre conseil d'orientation du LAM. Dites-vous, c'est un peu comme un board pour prendre certaines décisions. Et dans ce conseil d'orientation participe Éric Labaille, qui est président de Polytechnique. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaiera pas de travailler ensemble
pour que des PME ETI puissent travailler avec des étudiants. Et c'est comme ça qu'est née notre première rencontre avec Philippe. Et puis, on va pas évidemment vous détailler toutes ces rencontres, toutes ces réunions de travail intermédiaires qu'on a pu avoir, mais qui ont été vraiment, je pense que immédiatement, ce qu'on a partagé, c'était l'intention, c'est de se dire le besoin d'agir, il est certain, l'envie d'agir est tout à fait aussi présente, et après, il faut créer des canaux. Et ce qu'on assume aussi, moi, il y a un mot que j'ai fortement en bouche, c'est le mot expérimentation. C'est que ce soir, on est devant vous de manière complètement humble. Nous, voilà, on croit, on a un profond amour et respect pour les PME TI avec lesquelles on travaille. Et après, voilà, pour nous, c'est créer les conditions de réalisation. Et donc, dans tout le chemin qu'on va vous présenter ensuite, on avance voilà, en marchant au fur et à mesure. Et on sera bien évidemment à votre écoute pour toutes les questions et autres. Et en tout cas, sachez qu'on est là avec beaucoup de… Je dis souvent, il faut la tête et le cœur. Et sur ces questions-là, on y a mis beaucoup la tête, et le cœur est aussi très fort pour pouvoir engager une vraie transition. Et je racontais aussi, j'ai entendu récemment une intervention de Dominique Bourg sur les tensions entre peur et espoir. C'est vrai que quand on regarde les slides tout à l'heure de Philippe, on peut avoir vraiment peur, hein. Et en même temps, pour agir, il faut aussi de l'espoir. En fait, quelque part, il faut les deux, parce que pour agir urgemment, il faut cette tension de peur. Et en même temps, pour avancer, il faut aussi de l'espoir, parce que sinon, on n'a pas envie de construire le grand. Voilà, en quelques mots, c'est ce que je pouvais vous dire. Alors, du coup, j'avais demandé d'introduire ce slide et le cadre du projet. En fait, l'idée, ça va être de faire rencontrer deux besoins. Donc, deux besoins qu'on a bien vus au niveau du LAM, et que pas mal de personnes, en général, ont vu, on va dire, au jour d'aujourd'hui. C'est d'une part, en fait, un besoin des jeunes, du monde étudiant, des jeunes professionnels, qui ont envie, en fait, que les patrons et les acteurs économiques intègrent les enjeux écologiques, climatiques dans leur activité. Donc, en gros, il y a pas mal de choses qui sont passées les dernières années en termes de prise de parole lors des cérémonies de diplôme ou le montage d'associations militantes sur ces enjeux. Et en fait, donc, il y a vraiment une demande de la part des étudiants de travailler dans des entreprises qui intègrent les enjeux écologiques dans leur activité, peu importe leur secteur d'activité, et y compris si c'est des entreprises qui étaient natives, qui ne sont pas natives de la transition, et qui sont des entreprises, on va dire, classiques. Donc ça, c'est pour la partie jeunes étudiants. Et du côté des entreprises, et plus particulièrement des PME-TI, donc je pense que ça n'a pas été dit, mais peut-être que vous n'êtes pas familier, mais en fait, une PME, c'est une entreprise de 10 à 250 salariés, et une TI, c'est 250 à 5000 salariés. On a une très grande majorité de PME, donc plutôt entre 10 et 250 salariés. Et comme le disait Lise, c'est des entreprises qui ont des moyens limités, donc soit des ressources financières ou humaines. Et au jour d'aujourd'hui, sur l'intégration des enjeux climatiques dans leur activité, elles ont énormément d'enjeux, de transformation et de besoins, donc de tout type, et notamment en termes de ressources humaines, de ressources financières et de compétences. Et donc là, on a des acteurs qui sont aussi confrontés régulièrement à des problématiques de recrutement et de problématiques de ressources humaines, donc ils vont avoir besoin de ressources supplémentaires pour pouvoir lancer leur transition. Et comme le disait Elise, ce qu'on a vu sur les enjeux climatiques par rapport à d'autres types d'enjeux qu'on étudie au lab, c'est qu'on a un énorme enjeu de transformation globale de l'entreprise à l'aune des enjeux climatiques. Donc, par exemple, la transformation à l'ère du numérique, elle implique des enjeux techniques, d'innovation et de compétences. On va dire que c'est plutôt des sujets liés à certains projets ou à certains domaines. Pour les enjeux climatiques, je vous laisserai voir dans l'étude, mais on pourrait en parler à la fin si vous voulez, mais on a vu que c'était un enjeu plus global et que ça mobilisait en fait vraiment toute l'entreprise, et que ça nécessitait parfois des transformations qui sont hyper fortes et hyper compliquées à mettre en place. Donc, pour en revenir
au projet. On a une autre source d'inspiration qui sont des programmes en fait, qui mettent en lien des étudiants et des entreprises. Donc, il y a des programmes sur plusieurs types de sujets. Donc, par exemple, Lionel, qui est présent aujourd'hui, a travaillé sur des programmes liés à l'innovation, sur un programme qui s'appelait Disrupt Campus. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai été fortement influencé par un programme qui s'appelait Interaction, qui permettait à des étudiants de grandes écoles et d'universités de donner du temps à des associations et des entrepreneurs sociaux pour développer leur activité. Et donc là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un prototype, comme le disait Elise, en toute humilité, donc prototype avec tout ce que ça emmène, de projet qui va vous permettre de réaliser une mission de format conseil bénévolement pour des dirigeants de PME de TI qui sont déjà engagés sur le projet. Et l'idée, ça va être de recevoir, on va dire, en entrée de projet, une feuille de route V1 ou V0 d'intégration des enjeux climatiques dans l'activité avec pas mal d'informations sur l'entreprise pour vous faciliter la tâche. Et ensuite, de bosser dessus pendant un trimestre en équipe de 3 à 5 étudiants pour pouvoir apporter des solutions les plus développées, les plus concrètes possibles, mais avec un niveau d'ambition qui est adapté en fait, aux problématiques et à la taille du projet et au niveau d'implication de membres. Merci Aurélien. Donc du coup, effectivement, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir à la fois des dirigeants qui ont envie d'être accompagnés, d'être challengés sur leur feuille de route, la transition climatique, des étudiants qui ont envie d'avoir un impact concret avec une PME. Et on a designé le projet. Aujourd'hui, on a 4 projets, donc projet de transition climatique, de feuille de route, avec 4 PME que vous voyez ici. On va les détailler un peu après, et puis on a la chance d'en avoir une ici. Environ une quinzaine d'étudiants, donc on mise entre 12 et 20 en fonction des candidatures, pour des équipes de 3 à 5 étudiants par PME. On va essayer d'avoir des équipes pluridisciplinaires avec des étudiants qui viennent d'écoles différentes pour essayer de faire un maillage au niveau du groupe. On a structuré les choses à peu près, on travaillera sur 8 semaines de travail, c'est-à-dire à partir du 12 janvier jusqu'au 30 mars. Vous avez 3 grands moments. Il y aura le lancement, c'est un kick-off en fait qui se passera au hub de BPI France à Haussmann le 12 janvier. Vous aurez ensuite une visite de site, donc chaque dirigeant va proposer de venir aux étudiants de venir sur leur site pour découvrir leur activité et avoir un impact concret sur leur métier. Et ensuite, on aura une soirée plutôt de clôture où on va faire des présentations des nouvelles feuilles de route. Ce sera le 30 mars et là, ce sera au comptoir de BPI France, donc à Haussmann également. Et ensuite, entre ces 3 événements, on aura idéalement des réunions en visio de 2 heures avec le dirigeant et avec des membres de BPI France Lab, des experts d'E4C et un coach que je vous présenterai tout à l'heure, qui va pouvoir vous accompagner aussi sur l'intégralité du projet. Je vous propose de prendre les questions peut-être à la fin, parce que je vois déjà des interrogations sur certains visages. Donc concrètement, les 4 boîtes, on a Magnum Paris Normandie, qui en fait qui propose tout simplement des transports avec chauffeur. Donc c'est des voitures, ça peut être des mini-cars, des minibus, des minivans. Et en fait, lui, son objectif, c'est d'essayer de transformer et de renouveler sa flotte, mais dans les 10 ans à venir. Mais après, il se demande sous quelles conditions, est-ce que ça nécessite l'achat d'un entrepôt, par exemple, ce genre de choses. Ensuite, on a Procédé Chanel, pardon. Donc, Procédé Chanel, c'est une dirigeante qu'on a vue dans le cadre de la première étude climat, parce que dans les études, on fait des enquêtes quantitatives et après, on va avoir des dirigeants, des experts et on mène des interviews avec eux. Et en fait, c'est une entreprise plutôt du type industriel qui produit des décors en papier pour l'événementiel. Donc, c'est des papiers qui sont, par exemple, compliqués à recycler parce que c'est pas que du papier, c'est des matériaux composites. Et l'idée, c'est d'aller voir avec la dirigeante comment faire évoluer l'activité pour être plus en lien avec les enjeux environnementaux. Ensuite, donc, Vedette de Paris. Alors, Vedette de Paris, c'est une PME qui a notamment participé à la Convention des entreprises pour le climat. Donc, c'est une dirigeante qui est déjà hyper engagée, comme les 3 autres dirigeants. Et donc, Vedette de Paris, c'est une entreprise de tourisme donc, qui a des péniches et qui fait du tourisme sur la Seine à Paris. Donc, je pense que vous avez tous une idée de ce que c'est. Et là, en fait, les problématiques de Vedette de Paris sont assez larges. Il y a une problématique technologique d'électrification, mais ensuite, il y a des enjeux de diversifier l'activité, peut-être modifier la nature des clients qui sont pour l'instant hyper internationaux. Donc là, il y a aussi des enjeux à aller chercher. Et ils veulent régénérer la Seine. Voilà, pour aller jusque-là. Et là, à Synergite, je vais proposer à Aurélien et Sébastien peut-être de venir nous présenter la boîte.
Donc, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici pour et de participer au projet. C'est normal, ça fait beaucoup de. On est très content d'être venu en présentiel à la rencontre de vous tous et vous tous. Donc nous, comme c'est inscrit, on est une boîte, on bosse dans une boîte de travaux. En fait, initialement, on fait partie de ceux qui conçoivent, maintiennent et optimisent un objet technique qui s'appelle des réseaux de chaleur en particulier. Donc, des réseaux de chaleur, vous en avez forcément entendu parler aujourd'hui. Ce sont des systèmes techniques qui permettent, entre un point de production d'énergie thermique et les points de livraison, de transporter de l'énergie localement. C'est aujourd'hui une des solutions qui est très mise en avant pour décarboner une partie de nos consommations d'énergie. Il faut savoir, alors donc vous l'aurez compris, nous on bosse sur l'énergie thermique, donc commission de l'école d'ingénieurs. Voilà, la thermodynamique en fait fait partie de notre quotidien. On a 4 activités chez nous. On a un bureau d'études qui fait des plans, des notes de flex et des calculs à faire en phase avec les enseignements que vous pouvez avoir à travers ce réseau d'écoles. On a une entreprise qui fait de l'ingénierie, donc de la maîtrise d'œuvre, de l'assistance maîtrise d'ouvrage. Donc, vous nous devez notamment une partie du grand désordre qui peut régner à Paris, puisque en fait, on éventre la ville de Paris à raison de 25 à 40 km par an. Donc, nous générons une partie de bouchons qui ralentissent le trafic de manière très efficace à Paris. Et on le fait pourquoi ? On le fait pour entretenir et optimiser le réseau de chaleur qui est distribué sous les pieds des Parisiens. Donc, ça va être une des parties du sujet qu'on vous propose. Il faut savoir que le réseau de chaleur de Paris, c'est entre 5 et 7 TWh d'énergie distribuée annuellement. Donc, ça doit parler un peu à un certain nombre. Ça fait déjà une énergie qui est considérable. Et donc, voilà, on a une entreprise de tuyauterie, soudure. Donc, nous, on a un atelier de soudure et on travaille dans la rue. Donc, on fait des travaux de soudure dans la rue. Qu'on vous proposera de venir voir aussi souvent que possible. Donc, il y a effectivement un moment sur lequel on vous invitera à venir partager un peu notre quotidien. Mais au-delà de ça, comme on a toujours une dizaine d'équipes qui sont dans Paris et dans la rue, il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter. Nous, c'est aussi ce qu'on offre au groupe d'étudiants qui voudra bien venir nous accompagner. C'est une découverte de notre univers et de notre métier. Et puis, in fine, je vais terminer là-dessus. Nous, en matière d'engagement, par rapport, je prends un peu le contre-pied de ce qui a été dit, on a déjà divisé plus que par 2 nos consommations d'énergie sur notre site de production. On a déjà réduit considérablement nos consommations de gasoil. On marque, je pense, un niveau d'engagement largement supérieur à la plupart des gens qui nous entourent. Et c'est d'ailleurs bien le drame. Et le sujet qu'on vous propose, ce n'est pas tant par rapport à nos pratiques, parce que si c'est nous, on irait vachement plus vite. C'est comment on va chercher, à travers le sujet qu'on va vous proposer, à influer sur tous les gens duquel on dépend. Parce qu'en fait, la thématique du climat et de l'énergie, aujourd'hui, elle ne peut pas être réduite à une entreprise ou un dirigeant. Ça n'a absolument aucun sens, pratiquement. C'est aussi ce qu'on vous proposera de venir découvrir à travers notre quotidien de patron de TME. Et donc, prendre à bras-le-corps la proposition qui est faite et qui a été très bien décrite, de dire donc, le net zéro, je n'aurais pas été aussi provocateur, mais de regarder comment on peut transformer les choses et puis décroître et descendre nos consommations d'énergie, tout en produisant un service qui aujourd'hui quand même est d'intérêt collectif, à savoir la distribution d'énergie thermique. Pour rappel, et je m'arrête là-dessus, je m'arrête là-dessus. Dans le bâtiment, comme un bâtiment comme ici, il faut savoir que plus de 60%, 65% de l'énergie qui est consommée, donc de l'impact énergétique, la consommation énergétique du bâtiment, c'est de l'énergie thermique. Donc, quand on parle d'énergie, on a souvent tendance à parler d'électricité, parce que on la voit là, on a les interrupteurs, on est né avec, les ordinateurs et tout. De fait, une grosse partie du challenge qui nous attend concerne des usages thermiques, qui est une chose qu'on va pas du tout. Sur leur début de 5 degrés, je pense qu'ils vont Je pense qu'on y va tout droit. Je pense qu'on y va tout droit. Et pour vous rappeler, juste pour terminer, nous, au niveau de l'engagement, aujourd'hui, on bosse avec des associations. Alors, on bosse avec le Lab avec grand plaisir. D'abord, on a
beaucoup. Et Sébastien mettra un mot tout à l'heure sur notre politique de formation qui est, je pense, relativement dynamique. On est engagé dans une association qui s'appelle France Ville Durable, qui est un do tank sur la modification des pratiques pour les petites et moyennes communes de France. Et parallèlement, on a la chance de siéger au conseil d'administration du Shift Project. Le Shift Project doit parler normalement un certain nombre d'entre vous. Donc, vous voyez le niveau de l'association. Nous, en fait, globalement, on a produit aussi ça, on a coproduit ce genre de choses. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est la déclinaison opérationnelle de la production qui a été notamment médiatisée à travers une association comme le Shift. Et c'est aussi le challenge qu'on vous propose. Ouais, alors on est code vert aussi. Voilà, on n'a pas de également. Merci beaucoup, Aurélien. Rapidement, pour faire un tour d'horizon un peu de l'écosystème des parties prenantes du projet, donc vous avez pour l'énergie par périmètre Philippe, Nicolas ici et Martina qui est là. Chez nous, donc on a Elise que vous avez vu, Aurélien et Mathéo qui est tout au fond là et moi-même. En termes, donc sur les dirigeants, donc vous avez vu Aurélien, il y a également Sophie, Laurent et Marie. Voilà. Il y a Lionel ici, le coach. Lionel, si tu peux juste te lever. Voilà. Ça, c'est pour vous faire un petit tour, un petit panorama des personnes qui sont là. Donc, comme l'a dit Aurélien, effectivement, donc, MC2, ça s'apparente un peu à une mission de conseil. L'idée, c'est qu'en début de projet, on va vous donner une feuille de route qu'on aura construite avec le dirigeant, une V0 en fait. Et au bout, normalement, de 2-3 mois, on devra atterrir sur une V1 avec des propositions concrètes. L'idée, c'est vraiment de faire ça en toute humilité, en simplicité, essayer d'avoir quelque chose d'abouti ou pas, mais c'est d'essayer. Des temps de rencontre sont prévus, comme je vous l'ai dit, en physique, puis des temps de rencontre en visio. On aura donc Lionel qui va nous accompagner, des experts, des profs, des gens de BPI France Lab, de BPI France également, qui vont essayer de suivre un peu le projet pour vous aider, vous donner aussi de l'expertise si vous le souhaitez. Ce projet est uniquement en français. Ça, c'est important si jamais vous souhaitiez savoir. Concrètement, comment ça va se passer? En fait, là, donc, on a la réunion d'information aujourd'hui. On a développé avec l'aide de D4C et du personnel de BPI France une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire. Donc là, en gros, vous allez pouvoir déposer vos candidatures jusqu'au 15 novembre sur ce site. Ensuite, on va avoir un jury le 25 novembre qui sera composé de membres D4C et de BPI France. Vous aurez les réponses à peu près le 5 décembre et on va constituer les groupes. C'est nous qui les constituons. Et vous pouvez émettre on va dire des préférences sur les boîtes. Mais in fine, c'est nous qui attribuerons le groupe d'étudiants à l'entreprise. Donc, c'est ouvert à tous les étudiants de troisième année du programme Grandes Écoles ou Master des écoles fondatrices de D4C. C'est environ, comme je vous l'ai dit, 15 étudiants. Et puis, on demande entre 3 et 4 heures d'engagement bénévole volontaire par semaine sur le projet. Je rappelle juste les élèves de l'école technique que ceux qui suivraient le certificat de développement durable, c'est un électif, c'est le certificat de développement durable, c'est validé, sinon le CTS pour le certificat de développement durable. Merci. Merci. Donc, comme je commence avec Cadonzé, comme je vous l'ai dit, le 12 janvier, on se retrouve tous au hub de BPI France de 19h à 21h. Voilà, on aura la chance de vous faire connaissance, de rencontrer d'autres dirigeants, d'avoir les membres du projet. Ensuite, on aura la visite de site. Alors ça, ce sera à réaliser avec l'entreprise, donc à organiser avec elle également. Voilà, par exemple, sur les vedettes de Paris, vous pourrez aller voir les nouveaux bateaux électrifiés qu'elle vient d'acheter. Donc, ce serait une grande nouveauté. Et puis ensuite, l'événement de restitution le 30 mars. Donc là, ce sera un moment assez convivial. On présentera les nouvelles feuilles de route, on prendra un petit cocktail et voilà. Donc, je vais rappeler Aurélien et Sébastien, désolé, je vais vous à nouveau. Simplement, là, l'idée, c'était un peu qu'au-delà de qui vous êtes, de présenter pourquoi vous avez accepté de participer au projet. Nous, déjà, on l'a fait parce qu'on est toujours à la recherche d'expériences un peu nouvelles. Sébastien va vous expliquer toutes les démarches notamment qu'on fait par rapport à l'apprentissage et au transfert de savoir-faire. Nous, on a mis au milieu des modalités de fonctionnement de l'entreprise.
Sébastien, tu veux expliquer un peu comment on s'y prend Ouais, alors donc nous, on a donc 4 sociétés sur. Nous, on a 4 sociétés, on travaille sur le même site, on peut travailler sur toute la chaîne de production de valeur des réseaux thermiques, et donc à partir de là, il est important que dans chacune des structures, on puisse avoir des gens qui forcément travaillent, mais aussi pour pouvoir aller chercher, se régénérer, et puis surtout, comme, enfin, bon, moi, Aurélien, un peu moins, mais moi, je suis déjà un peu vieux, en fait, se faire pousser par les jeunes, et surtout, il me reste encore à peu près 14 ans à travailler. Les 14 ans, si je les laisse filer, en fait, je vais pas faire grand-chose. En fait, je vais rien vous apporter, je vais rien générer pour vous. Et en fait, le meilleur des moyens pour que vous puissiez construire votre monde de demain, c'est de commencer à travailler très tôt en ayant la possibilité d'avoir le pouvoir d'agir. En fait, comment les jeunes peuvent avoir le pouvoir d'agir, c'est en travaillant en collaboration avec des gens qui sont déjà un peu vieux, qui sont déjà un peu séniles, et que les jeunes puissent leur répondre et leur rappeler que, en fait, eux, ils ont besoin de grandir, mais ils ont besoin de grandir et de croître de manière structurée. Et en fait, moi, ce que j'aime à dire, c'est que et on prend essentiellement des alternants. Et en fait, on a une grosse politique d'alternants, il y avait 22 alternants l'année dernière sur différentes écoles. C'est un tiers de nos effectifs, en fait, sont en apprentissage. Et je mets juste un chiffre pour dire qu'on n'est pas là pour profiter d'une manœuvre bon marché. Non, mais voilà, nous, il y a 80% des étudiants qui sortent avec mention de leur cursus, sachant que les cursus commencent par une licence de soudure et finissent au milieu. Donc, voilà, on est vraiment dans le transfert, et c'est un critère de réussite chez nous que de permettre aux étudiants de sortir avec les honneurs de leur cycle de formation, et on met un point d'honneur à arriver là. C'est très clair. Voilà, donc on s'inscrit exclusivement dans une relation tripartite entre l'école, enfin avec au centre l'étudiant, et avec l'école et l'entreprise. Nous, on considère que l'étudiant, c'est la plante, et qui peut croître en se nourrissant des apports techniques de l'école, et l'entreprise est le support sur lequel elle va croître. Donc, et en fait, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on veut le faire. Et donc, du coup, sur les enjeux, on va dire un petit peu climat, donc comme Aurélien vous a dit, ça part du tuteur, du fondeur, jusqu'à l'ingénieur. À tous les endroits, on a des actions de formation en situation de travail. C'est-à-dire que c'est pas toujours très bien construit, hein, je vous l'avoue. Les étudiants, quelquefois, sont tout petit peu en sueur quand ils travaillent avec nous. Mais en tous les cas, à la fin, quand ils ont leur diplôme, et souvent, ils nous disent merci. Avant, ils nous ont haï, mais à la fin, souvent, ils nous disent merci, bien souvent. Et donc, voilà comment on s'organise, et voilà comment nous, on essaye d'apporter aux gens la possibilité de s'exprimer. Alors, il faut savoir que chez nous, les étudiants ne sont pas responsables, mais sont responsabilisés. Très important, parce que quand ils font quelque chose, c'est jamais eux qui font l'erreur, c'est toujours nous. Après, bon, nous, on s'arrange avec eux pour voir comment et où est-ce qu'ils ont un peu loupé, mais ça, c'est normal. Ça fait partie de l'endroit où on doit les, j'allais dire corriger, il paraît que ça se dit plus, on doit les orienter pour qu'on travaille sur leur cycle d'amélioration continue. Voilà, globalement. Pour reprendre, dire. Pourquoi nous, on dit qu'on n'apprend jamais mieux qu'au pied du mur. Donc, voilà, ce qu'on vous propose comme projet, c'est une mise en situation réelle, concrète, pratique, sur lequel on va être investi à vos côtés. Hein, donc, le côté consulting, je ne sais pas, je ne suis pas fan. Nous, on ne vous prend pas en consultant. Nous, on dit on ouvre un espace, on se donne du temps en commun pour résoudre un problème qui sera bien formalisé, on l'appellera en V0. Mais voilà, et on attend des résultats, et on y mettra de l'engagement, et vous allez apprendre des choses, et vous allez voir des choses, et vous allez éprouver des choses, et vous allez tenir des outils à la main, parce que c'est comme ça qu'on peut se rendre compte de ce que ça veut dire baisser le carbone. Et ça, c'est très important, c'est ce qu'on vous propose de faire, en fait, et comme le dit Sébastien,
de voir tout un tas de gens qui ont tout un tas de métiers et ils ont tout un tas de choses à vous apprendre. Et je pense que c'est effectivement à à ce moment de votre vie qu'il est très important de regarder ce qui se passe. Vous avez tous intérêt à vos âges à avoir le regard bien large et un niveau d'empathie très, très élevé. Dernier point, parce que ça, on y tient beaucoup. Chez nous, on a 70 équivalents temps plein, on va dire, 60 équivalents temps plein. Ça fait une dizaine d'années qu'on s'est lancé. Globalement, on a recensé un peu plus de 40 nationalités. Donc, nous, on n'a pas besoin de prendre l'avion pour faire le tour du monde. On va bosser le matin. Il y a la planète qui est au rendez-vous. C'est aussi autre chose qu'on vous permet de voir. C'est aussi des trajectoires de gens qui ont traversé la planète pour bosser, qui ont des conditions familiales que vous ne pouvez pas forcément imaginer. Et c'est aussi ce que vous allez avoir en venant bosser avec nous sur cette proposition expérimentale de transformation radicale du monde. Merci beaucoup, Réla. Je vais demander à... Si on a bientôt fini, on prendra après vos questions, si vous en avez. On dit peut-être à Lionel de venir faire un petit retour d'expérience. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis là pour le retour d'expérience sur ce qui a été fait sur l'Université de Bordeaux. Je copilote depuis 6 ans un programme qui s'appelle Disrupt Campus, où on a des étudiants qui sont issus de 10 masters différents. Donc, on a des masters en sociologie, des masters en droit, des masters en informatique, en ingénierie des systèmes complexes et également STAPS sport. On forme des équipes pluridisciplinaires et ces étudiants sont mis dans des grands groupes à l'accompagnement à la transition. Dans un premier temps, c'était la transition numérique. Et maintenant, depuis l'année dernière, on est sur le volet transition écologique. Donc, les entreprises qu'on a eues, ça a été Michelin, ça a été Enedis, ça a été Altaria Cogedim, ça a été Arkea Crédit Mutuel, le groupe Caisse d'épargne. Et donc, pendant 3 mois, les étudiants travaillent sur des missions d'accompagnement à la transition et moi, je suis coach pour les piloter sur ces projets-là. Donc, c'est le retour d'expérience de ce vécu sur 6 ans qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. Après, il y a un deuxième volet sur lequel je suis aussi présent et qui fait que je suis sensibilisé à toutes ces causes-là. Je fais partie de l'équipe qui pilote la Convention des entreprises pour le climat. Donc, la Convention des entreprises pour le climat a fini sa session 1, c'était 9 mois, c'était 150 dirigeants d'entreprise, c'était 6 sessions où on les a emmenés de l'entreprise, on va dire, standard, habituelle qu'ils avaient actuellement, jusqu'au modèle de l'entreprise régénérative. Et donc, il y avait 150 feuilles de route à présenter. Ça a été présenté mardi soir, les conclusions de cette version 1. Ça a été un vrai succès. Et donc, maintenant, on est dans une démultiplication de la Convention des entreprises pour le climat, puisqu'en fait, on a une quarantaine de conventions qui sont dans les starting blocks pour démarrer, des conventions régionales, Ouest, Provence-Corse, Nouvelle-Aquitaine, bassin lyonnais, et on a également des sectoriels. Donc, on va avoir le milieu du transport, on va avoir l'alimentaire, on va avoir les métiers de la finance, et on a également une démultiplication à l'échelle européenne, puisqu'il va y avoir une convention sur la zone Luxembourg, une sur la zone Suisse, une sur la zone Allemagne, et donc c'est autant d'entreprises qui sont accompagnées dans leur transition écologique. Il sera à vos côtés aussi pendant tout le projet. Super projet, hein, Convention des entreprises pour le climat. Je vous invite vraiment à aller regarder, c'est passionnant. Comment on va sélectionner les étudiants? Alors, en fait, on va donc, sur la base de candidatures individuelles, chaque étudiant devra envoyer son CV et répondre à quelques questions qu'on va lui poser, notamment sur ses compétences sur le développement durable, ses connaissances et intérêts pour le milieu de l'entreprise, son expérience et de travail en équipe, et puis ensuite, sa motivation générale à intégrer le projet. On aura donc, comme je l'ai dit, un jury qui va se réunir le 25 novembre, et puis ensuite, on vous communiquera les résultats au plus tard la semaine du 12 décembre. La présentation pourra vous être envoyée après, mais aucun problème. Juste, pardon. Là, on a eu des critères, parce que si sélectionnés, maintenant, on va un peu si vous cochez toutes les cases, que vous êtes forcément pas pris. C'est juste que nous, c'est bien qu'on ait une grille de lecture. Donc, encore une fois, c'est pas cocher toutes les cases de compétences, mais ça nous intéresse intéressant. Ces critères-là, ça va être intéressant. Merci beaucoup. Effectivement. Donc, concrètement, alors je ne sais pas si ça va marcher du coup. Concrètement, vous allez pouvoir aller sur le site. Est-ce que ça marche? Non, ça, il n'y aura pas. Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Concrètement, vous allez pouvoir aller sur la page de BPI France Lab
tapez EGAL-MC2 dans la barre de recherche, vous allez tomber sur la page du projet. Vous avez tout en bas, donc vous avez la liste des entreprises, toutes les informations nécessaires. Vous avez un petit bouton qui indique envoyer votre candidature. À partir de ce moment-là, vous allez recevoir un mail. Un mail va s'ouvrir. Vous allez devoir envoyer votre CV et répondre à un petit Google Form. Et ensuite, me l'envoyer. Normalement, c'est automatique, c'est hyper simple. Et ensuite, moi, je vous confirmerai la bonne prise en compte de votre candidature. Si jamais vous n'y arrivez pas, on passe directement par BPI France, je vais pas passer par le site e-forcing. Oui. Peut-être si y a un moindre souci, n'hésitez pas à contacter quelqu'un, que ce soit BPI France ou vous y arriverez. Vous voyez la boîte mail de Jérémy. Il y a aussi ma boîte mail, oui, dans le direct. Ok, donc bon, là, vous allez simplement rajouter le petit QR code si vous voulez scanner pour accès au site. Vous avez aussi le site Before bien sûr. Voilà, nous on a fini pour la présentation. Philippe, on est à votre disposition si vous avez des questions. Ouais, moi, en fait, le 15 personnes, c'est limitatif par les problèmes de logistique ou parce que vous avez peur de ne pas avoir assez d'étudiants? Non, non, c'est pas du tout ça, c'est parce que cette expérience, en fait, on est quand même sur une mission type consultant, ils ne pourront pas aller travailler 4 heures par semaine chez vous. Ce n'est pas possible, je ne sais même pas l'objet. Donc, on est quand même sur une mission, on a travaillé sur un plan climat avec vous, donc après, il y aura des interactions, c'est clair, le chimie lors des visites, comme vous dites, vous allez les donner un petit peu, etc. Donc ça c'est important, cette visite, pour prendre. Mais après, d'expérience, lorsqu'on est trop nombreux, ça ne travaille pas forcément très bien. Là, l'idée, c'est d'avoir des petits groupes un peu agiles. On va essayer effectivement de faire des groupes aussi des écoles différentes, qui se connaissent un peu aussi, et puis pour mélanger aussi les formations, pour des masters, du cycle ingénieur, etc. Donc, il y a un petit peu de brassage. Des équipes trop grosses, ça ne marche pas forcément très bien non plus. Donc là, on veut quand même des équipes qui répondent à la question de faire la V1. Donc, ils ont quand même une mission, justement, qui est quand même assez précise. Donc, pour pouvoir les accompagner, bien les coacher, etc., il faut quand même que le groupe soit. Après, est-ce que si jamais il y a une équipe de 6, voilà, on pense qu'on n'a que des groupes, on verra ça. Ça justement, on n'est pas là, c'est pas une limite stricte. C'est une gamme où on s'est dit, OK, je pense que ça nous paraît raisonnable. Après, on verra si on voit qu'ils sont super motivés, etc. Enfin, voilà, on n'est pas là non plus pour hacher, mais il faut qu'on on va dire, c'est pour l'instant un critère. Probablement, on va essayer de regarder de près le démarrage, mais en fonction des candidatures, on verra sur le remise. Du coup, est-ce qu'il y a des questions côté élèves? Des remarques, des réactions. Des remarques, c'est nul. J'ai une question, c'était un peu à la marge. Moi, je m'étais illustré, je suis en dernière année. Je suis décidé ensuite. Et j'ai une grosse sensibilité, on va dire, pour le climat, l'environnement. Mais en soi, dans la formation, on a arrêté de chimique, pas, de la physique, mais de l'éthique, etc. Et du coup, je vais de participer, mais même si je colle, je pense pas des cases, je ne vois pas, je peux pas faire des ennemis, etc. C'est pas, on ne vous demande pas, on ne peut pas faire une équipe de faire des ennemis. C'est pour ça que je rappelle quand même, ça reste une mission de consultance. L'idée, c'est d'être capable de challenger et de co-construire une V1 avec les dirigeants. Vous êtes là pour essentiellement, parce que vous avez plutôt des tâches bien faites, être capable d'aller chercher aussi bien auprès du corps professoral que dans les compétences que vous avez acquises lors de cette formation. Vous allez être capable de dire, bon, bah là, peut-être est-ce que ça serait possible de faire, est-ce que, etc., etc. Et puis, la transformation d'une entreprise, ce n'est pas non plus que du technique. Hein. On parle de tuyaux, mais peut-être qu'il y a des achats, il y a beaucoup de choses dans une entreprise, et je rejoins, c'est toi d'ailleurs, c'est très transverse, c'est-à-dire que dès qu'on passe, tout touche la décarbonation dans une entreprise, dans tous les secteurs, que ce soit l'administration, vraiment le business en lui-même. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et, enfin, après, sur la feuille de route qui ont été élaborées en V0, vous serez, je suis sûr, capable de revenir. Donc, répondez au questionnaire. On a besoin d'un petit peu mieux de vous connaître par ces critères.
Encore une fois, l'idée n'est pas de le faire forcément. Si on se retrouve avec 100 candidatures, c'est sûr qu'on va devoir, voilà, on ne va pas pouvoir passer de 20 à 21, ça ne posera pas de problème si on pense que la candidature ne vaut non plus. Passer de 20 à 100, c'est plus possible. Voilà, donc il faut que Ce qu'on pourra partager aussi, c'est l'étude que vous parlez tout à l'heure. On a un peu l'idée, alors nous, quand on regarde ça aussi, pour comprendre vraiment les actions d'entreprise. Et après, quand vous commencez à travailler avec chaque boîte, si vous partez d'avenir, l'objectif, c'est aussi de travailler sur les premières versions que vous avez dit tout à l'heure, Aurélien. Donc, il y aura un premier papier de compréhension, OK, de l'entreprise, c'est le enjeu. Et effectivement, ça touche en ce moment toutes les activités de l'entreprise, sans entrer bien dans le Et ce qu'on a fait, c'est donc à la fois les entreprises ont une grille, les chantiers, ils ont une façon de présenter de façon complètement normée, sur la base d'un outil développé par les cela pour accompagner justement les entreprises sur cette question-là. Quelque part, le projet est normé, il sera de la même rigide, de la même. Toutes les entreprises doivent répondre à un certain nombre de choses. Donc, c'est tout à fait normal. Et vous aussi, du coup, vous aurez exactement le même genre de grille. Vous serez complètement coaché sur ce que vous devrez remplir. On ne vous donne pas, on n'est pas face à une feuille blanche. Au contraire, vous aurez une méthodologie. Et je pense que le coach il y a une méthodologie aussi pour justement challenger ce camp-là. Donc, c'est aussi de la formation. C'est pour ça que c'est bénévole, d'ailleurs, parce qu'on pense qu'on vous forme aussi pendant cette période-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permets de compléter. C'est vrai qu'on n'a pas voulu trop le mettre en avant dans la présentation, mais en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est inspiré des retours d'expérience qu'on a eus. Donc, dans la deuxième étude climat, on a fait 11 études de cas d'entreprises précurseurs. Donc, comme le disait Elise, c'était des secteurs différents et des tailles hyper variées, entre 20 et 3000 salariés. Et à partir de ces 11 études de cas, on a fait une genre d'approche quali-quanti. Donc, par exemple, on a vu que les 11 entreprises qui étaient précurseurs sur la baisse de leur impact au niveau de l'opérationnel et aussi de l'évolution de leurs offres, en fait, systématiquement, s'appuyaient sur 4 piliers qui étaient la gouvernance, la vision, les ressources humaines, les ressources financières et la R&D et l'innovation. Et donc, en fait, on a compilé tous les exemples qu'on avait et on a essayé de les regrouper et de les digérer pour en faire en fait une synthèse qui est une des grilles de lecture qu'on va vous proposer dans le projet. Et il y en a une deuxième qui était plutôt une transformation en fait, d'un outil théorique qui est la stratégie nationale bas carbone en une grille des 10 chantiers de la transition bas carbone qui est un outil que nous, on peut utiliser avec des dirigeants de PME en atelier. Donc, l'idée, ça va être de dire telle entreprise, sur la partie opérationnelle, elle est active sur tel ou tel chantier et sur la partie des offres, elle est active sur tel ou tel chantier. Et c'est ce genre de document qu'on va vous proposer en V0 et sur lequel vous pourrez vous appuyer pour travailler plus efficacement parce que là, on parle d'un engagement de 3 à 4 heures par semaine. Alors, c'est déjà pas mal sur un emploi du temps étudiant, sur un côté bénévole. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner pour que ce soit plus efficace, le plus apprenant pour vous et éventuellement plus impactant pour les entreprises, en sachant qu'on a briefé les entreprises participantes sur le fait qu'on espérait avoir le plus de résultats possible, mais que c'était des missions bénévoles. Donc, en fait, il y a énormément de hasard en fait, sur les résultats, mais ce qu'on demande, c'est un engagement, enfin, une obligation de moyens, on va dire. Nous, on met en place tout ce qu'il faut pour vous accompagner et vous avez vu que l'équipe, elle est hyper nombreuse pour un premier volet pour pouvoir vous encadrer et on a a priori des outils qui vont vous permettre de travailler. Et peut-être pour vous donner aussi peut-être 2 exemples pour vous donner une idée de ce que c'est en fait une transition au niveau d'une PME, parce qu'on a 11 études de cas. Donc, par exemple, on a vu une entreprise qui s'appelle le groupe Bordé. Vous avez peut-être déjà vu des sacs de charbon en fait bordés à Franprix, etc. C'est qui font du charbon pour le barbecue. Et en fait, c'est une entreprise qui est hyper ancienne, qui a été fondée au 19e siècle. Elle a été reprise dans les années 2000 par quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu forestier, du charbon, etc. C'était quelqu'un qui avait une entreprise dans la sécurité, donc les caméras de sécurité, etc. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris l'entreprise et il a vu des potentialités de développement, même au niveau des marchés, en intégrant des enjeux climatiques. Et donc, par exemple, aujourd'hui, il propose des compléments alimentaires pour l'élevage bovin, qui permet notamment de réduire les émissions de méthane dans le cadre de la digestion des bovins. Et donc là, en fait, c'est un effet qui rentre dans un des 10 chantiers, qui est de réduire l'impact de l'usage de produits animaux. Bordé envisage de fournir des électrodes en graphite pour les piles à hydrogène. Donc ça, c'est des développements qui sont hyper innovants et qui sont sur la base d'une entreprise qui était classique et qui était sur une activité potentiellement différente.
Et il y a un deuxième exemple que j'aime bien montrer, c'est la laiterie Collet, donc qui est à la base une ferme, enfin à la base c'est un élevage laitier, ils ont construit un outil de transformation, donc c'est une grosse PME de production de produits laitiers. Et en 2020-2021, ils ont construit une usine 100% dédiée aux desserts végétaux. Donc en fait, ils sont totalement passés des produits, enfin de la transformation de produits animaux à la transformation de produits végétaux. Donc ils continuent à faire des desserts laitiers, mais ils sont aussi sur un nouveau marché. Et en fait, on considère que les produits à base de végétaux vont plutôt dans le sens de la neutralité carbone. Et c'est ce genre d'approche aussi qu'on vous propose d'aborder au niveau des 4 entreprises. Donc là, c'est juste quelques aspects, mais je vous invite à regarder la deuxième étude qui présente les 11 études de cas. Il y a 2 volets avec un volet théorique qui explique la transposition de la stratégie nationale bas carbone en 10 chantiers, qui sont plutôt un aspect pratique et plutôt une vision d'accompagnement concrète d'entreprise. Il y a d'autres questions? Semble clair. Vous avez des mails, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas aussi à en reparler autour de vous. C'est nouveau, donc forcément, on n'a pas pu mettre en place peut-être. Donc voilà, c'est pas comme si généralement les cours qui sont là, enfin, les initiatives qui sont là depuis longtemps, ils se sont inscrits dans l'histoire et dans la culture de l'entreprise, la nôtre. Voilà, on fait Paris. Là, forcément, pour nous, c'est plus nouveau, donc on espère que ça va fonctionner. Et on compte sur vous. Enfin, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'agir. Tout notre mentalité, c'est ce qu'on vous propose. Voilà. Je vous remercie. Et puis, allez candidater. C'est bien à partir de quand? À partir d'aujourd'hui. Et ben voilà, c'est parti. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est à Gérard Fassouki.